Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à Kafka et aujourd'hui on va s'intéresser aux définitions, donc on va revenir déjà sur les petites définitions qu'on a vues en guise d'introduction et sur les concepts, donc on va essayer de bien positionner une bonne partie des éléments en fait qui permettent déjà de comprendre un petit peu le fonctionnement de Kafka et donc c'est l'objet de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne et puis également surtout parlez-en autour de vous, mettez des pouces bleus, commentez, partagez sur les réseaux sociaux. Alors Kafka, première chose donc, on en a parlé lors de la vidéo précédente, c'est le principe d'event streaming, donc du déclenchement par événement, du traitement par événement finalement. Derrière donc qu'est-ce qu'un événement? Avant de se pencher sur un premier schéma, on fera un deuxième schéma aussi en fin de vidéo. Un événement c'est quoi? C'est une description d'une action, alors j'ai mis métier, c'est plus ou moins métier, hein, pas forcément, qui se déroule. Par exemple, si on prend un site de e-commerce, par exemple, ça peut être très bien le passage d'une commande, ça peut être l'action de paiement, ça peut être en même temps la mise en colis, une action sur la mise en colis, ça peut être également simplement le déclenchement, le fait de dire j'ai un mail qui doit être envoyé au client pour confirmation, etc. Donc tout ça, c'est simplement des événements qui se déroulent et qui finalement décrivent un petit peu la vie globale d'une infrastructure dédiée à quelque chose en particulier. Donc là, on a pris le cas du e-commerce, c'est valable également pour du processing de data ou autre. Alors, avec des variations, hein, bien sûr. À diffuser, donc ça sert à diffuser à un ou plusieurs services ou microservices, hein, ces événements. Donc on va faire un petit schéma et puis stocker donc ces événements, ils sont stockés sous forme de messages au sein de Kafka. Quand on parle de messages, finalement, ce sont les événements étant, on va dire, la couche conceptuelle des choses, mais derrière ça se stocke sous forme de messages. Et ensuite, c'est stocké sous forme de couches logiques. Donc la couche conceptuelle, on va dire, c'est les événements, mais ils sont stockés sous une couche logique, sous forme de messages, au sein de ce qu'on appelle les topics. On va revenir dessus. Donc premier schéma, donc une fois qu'on a dit ça, les événements, hein, finalement, c'est quelque chose de relativement simple. Si on modélise un petit peu Kafka, hein, on va dire, voilà, on va le modéliser sous forme de tube, hein, finalement. Alors, je sais pas si je vais pouvoir bien le faire avec ça, mais c'est pas grave, voilà, on va dire que ça c'est Kafka, voilà. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir dedans des topics, hein, donc faut essayer de se les représenter, ces topics comme ceci, hein, on va dire, avec donc plusieurs topics, hein, plein de topics potentiellement. On va les mettre juste en pointillé comme ceci. Et dedans, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? On a une infrastructure avec des services, plus ou moins microservices, peu importe, mais c'est ce qu'on va potentiellement retrouver. Donc on va avoir ces microservices, ça reste des services, des applications, hein, finalement. Hop, on va se mettre comme ceci. Et on va en avoir, par exemple, qui vont injecter des messages dans les topics, dans un topic, par exemple, Kafka. Et puis, par ailleurs, on va en avoir qui, eux, vont faire la démarche inverse. Eux, ça va être des services ou des microservices, peu importe, qui vont avoir pour logique d'aller finalement écouter, souscrire à ce topic, écouter les événements qui vont arriver et les récupérer suivant potentiellement certaines règles. Et puis également, on va avoir le cas de d'autres possibilités avec Kafka. Ça va être par exemple les cas de figure où on va être potentiellement même dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois un service qui va écouter et puis qui va injecter ou qui va enrichir finalement le topic en question, ou les topics ou plusieurs topics, hein, on peut injecter dans des mèmes, dans différents, etc. Donc plusieurs cas de figure comme ça. Et donc du coup on a un système de déclenchement et ça c'est un des modes de communication, notamment au niveau finalement des infrastructures de microservices, avec également tout ce qui est API REST. Ça n'empêche pas à côté d'avoir des bases de données, hein, également. Donc on peut imaginer des bases de données NoSQL et un applicatif qui est connecté par exemple ici, qui va récupérer en fonction de l'événement là, va inscrire quelque chose dans la base de données. Potentiellement peut-être que même ce service là va également écrire dans cette base de données, puis d'autres bases de données à côté, peut-être SQL, et également toujours des écritures
etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple et extrêmement simplifié, mais c'est un principe d'utilisation, on va dire, de nos jours des infrastructures. Alors, donc ça, c'est le principe, le concept derrière la notion d'événement qu'on va dire à grosse maille. Alors ensuite, donc, en matière de définition, qu'est-ce qui vient avec? Il vient la notion de produceur, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, on a ce microservice, on va remettre ce microservice qui vient écrire dans le topic, donc c'est un producteur, donc un producteur de données. Donc c'est une application qui est cliente, hein, donc on est bien dans une relation client-serveur, notre application étant la cliente, et le serveur étant le cluster Kafka, qui va écrire du coup des données dans un ou des topics. C'est-à-dire que même quand il écrit là, potentiellement, il peut être producteur de 2 topics en même temps pour écrire différentes informations. Peut-être qu'il reçoit une information qui est ici, qui va être agrégée, hein, qui va être une compilation d'éléments. Par exemple, si on prend par exemple comment on va dire, un panier pour un site de e-commerce ou autre, bah, il y a différentes informations dedans. Et peut-être que derrière ce premier microservice, bah, son rôle, ça va être de splitter en éléments à l'intérieur, voire même, bon, généralement c'est fait encore un petit peu en amont, mais splitter et permettre à travers les topics de dire ok, ça c'est de l'ordre de la facturation, ça c'est de l'ordre de la commande, ça c'est de l'ordre de la livraison, etc. Donc ça, c'est la notion de producteur. La notion de consumer, bien sûr, c'est la notion inverse. Alors on va voir que la relation entre, un petit peu plus loin, on va voir la relation entre le cluster Kafka, entre un producteur ou un consumer n'est pas la même. Le consumer, lui, va utiliser ce qu'on appelle un consumer group. Alors l'application, c'est toujours pareil, elle va être cliente et souscrit à un ou des topics, donc de différentes manières, telles qu'on l'a vu ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à voir. Alors l'autre élément qu'apporte Kafka, c'est que chaque microservice qui est là va avoir un rythme de travail. Donc imaginons ici, alors je ne sais pas si on peut se le symboliser aussi par une taille de comme ça de cercle. On va se dire voilà, ici on a un microservice qui prend une charge donnée. Cette charge, elle évolue dans le temps, hein, donc on pourrait la faire varier sous forme de sinusoïde un petit peu. Par exemple, pour un cycle journalier ou un cycle, je sais pas, mensuel. Et bien derrière, les microservices derrière, ou les services qui sont derrière, eux vont avoir également leur rythme de travail. Et ce qui va faire que finalement, avec cette courbe sinusoïde que l'on va potentiellement avoir, on va avoir un intérêt à travailler de manière asynchrone, de manière à éviter d'avoir potentiellement peut-être trop de microservices nécessaires à certains moments, juste pour supporter une petite charge qui arrive parfois, et peut-être qu'à d'autres moments on a des creux, et du coup c'est les pics qu'on a à certains moments vont pouvoir être compensés à des périodes de creux. Donc ça, c'est l'intérêt, ça va permettre d'une part de lisser. L'autre intérêt, c'est quoi? C'est de se dire, quand j'ai besoin d'intervenir sur un microservice, par exemple ici, sur ce service-ci, eh bien je vais pouvoir me positionner ici. Hop là, on va faire comme ça, on va le modéliser comme ça. Je vais faire une maintenance sur ce service-là. Et bien tout simplement, je vais me mettre en maintenance ici. Et finalement, c'est la queue qui se situe à ce niveau-là, donc la queue, ou plus exactement plutôt le log, qui va servir, et le cluster Kafka, à travers ses brokers et ses topics, qui va temporiser, et le temps que je fasse ma maintenance, plus ou moins longue, eh bien le cluster va permettre de temporiser pour pouvoir ensuite reprendre le travail, et finalement reconsommer tout ce que j'avais là et pouvoir l'ingérer directement dans le service, même si j'ai un délai de temps qui est réalisé. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très très intéressant, d'autant plus que on en a parlé, on va en reparler. Kafka permet d'avoir de la réplication et du partitionnement, donc une grosse forme de haute dispo sur cet élément-là, et donc derrière, ça va permettre d'être relativement robuste et de se dire, si je coupe de toute façon ici, le risque, c'est simplement que le service ici, bah bien sûr, je vais peut-être pas avoir d'activité dessus, sauf si j'en ai plusieurs, etc., bien sûr, mais potentiellement, je peux intervenir relativement en toute sécurité dessus. Donc ça, c'est la notion de asynchrone, avec donc un découplage entre finalement les actions de production, on peut en avoir plusieurs, et les actions de consommation. Donc, voilà, quelque chose qui est très très important. Le topic, c'est quoi? Donc c'est une couche logique de stockage des messages, comme on l'a vu,
permettant de lire et de relire les messages. Donc ce qui est important, on va le voir un petit peu après, c'est que si on modélise, on va dire, une espèce de timeline d'arrivée des messages comme ceci, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on peut imaginer consommer les messages au fur et à mesure, donc la timeline finalement d'arrivée des messages va se réduire au fur et à mesure puisqu'on va les consommer, et puis si on s'aperçoit, tiens, du jour au lendemain, j'ai fait une évolution sur ce service-là et l'évolution n'est pas bonne, j'ai besoin de rejouer tout le cycle d'événements depuis par exemple la veille, ce qui serait un petit peu catastrophique, mais ce qui peut arriver, eh bien je vais revenir à la veille et je vais pouvoir rejouer, hop, tout le cycle d'événements et réenrichir les éléments derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Donc lire ou relire les messages, c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant. Et surtout, donc du coup, ça signifie une chose, c'est que les messages ne sont pas détruits. C'est-à-dire que si on se positionne comme ça pour modéliser un topic Kafka, comme ceci, donc j'en avais parlé lors de la vidéo précédente, on va faire le schéma qui correspond. Derrière, on va avoir des messages qui arrivent. Donc, on va essayer de le faire assez vite. Voilà, toc, comme ceci. Donc, on va modéliser les messages, par exemple, de cette manière-ci. Voilà. Comme ceci. Et bien derrière, donc j'ai des messages. Et par exemple, ici, on va voir le message 1, le message 2, etc. de cette manière-ci. Et bien tout simplement, ce qui va se passer, c'est plutôt que de fonctionner comme par exemple des outils de queuing comme RabbitMQ par exemple, et bien derrière, on fonctionne assez différemment. Si on prend le cas par exemple alors je vais pas tous les faire, de RabbitMQ par exemple, et bien si on connecte un consommateur à une queue ici par exemple, hop là voilà, si on connecte un consommateur ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le premier message, puis il va prendre le deuxième message, puis il va prendre le troisième message et le quatrième. Mais si j'ai un problème, les messages ont disparu. Modulo, le mode stream, etc. Mais ils ont disparu sur le principe. Là, c'est assez différent avec Kafka, on fonctionne en commit log, c'est-à-dire que nos consumers, grâce au consumer group et à son fonctionnement, il est capable lui-même, au fur et à mesure du temps, de se dire ok, là je consomme le 1, ensuite j'avance un offset et je consomme le 2, le 3 et le 4. Donc il sait exactement à quel endroit il se situe. D'où l'intérêt par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire d'être capable de relire les messages, c'est que si je me dis tiens je veux revenir à un instant donné, bah, ce n'est pas moi, je vais pas déplacer les messages dans le topic, rien du tout, c'est l'offset que je vais remonter, je vais revenir au numéro 1 et je vais pouvoir rejouer la séquence comme je le souhaite. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant avec Kafka, donc les messages ne sont pas détruits, voire même on peut utiliser dans certains cas de figure Kafka comme une base de données, c'est-à-dire qu'on va stocker ces messages là, potentiellement on va donner une durée, soit en taille, soit en temps, et on va stocker ces messages-là, on peut dire, tiens, je les stocke tout le temps, et du coup on va utiliser Kafka comme une base de données, et potentiellement utiliser aussi ce mode de navigation à travers l'offset. Donc l'offset, ses caractéristiques, c'est où commencer finalement, et donc il a deux paramètres assez importants, c'est de dire par où je commence. Est-ce que je commence par les messages les plus anciens ou est-ce que je commence par les messages les plus récents? Donc ça c'est un paramètre qui est assez important, et par ailleurs c'est lui qui est en charge de dire ok, un message, les modalités pour définir comment le message ici a été délivré et à partir de quand je considère que ce message a été délivré aussi, c'est quelque chose qui est assez important. On reviendra sur ces éléments-là un petit peu plus tard. Alors derrière, il y a la notion de partition. Donc la notion de partition est très importante. Elle va permettre de fragmenter d'une manière logique les topics en morceaux et de les distribuer sur l'ensemble du cluster Kafka. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça va permettre d'apporter notamment de la scalabilité et par ce même effet de la performance. Si on reprend donc nos éléments comme ceci, on va symboliser hop là, on va supprimer juste cet élément-là, voilà. On va symboliser deux brokers, donc deux serveurs Kafka comme ceci. Donc on a le broker 1, on a le broker 2 ici, et donc ça constitue notre cluster Kafka.
Derrière, donc, on va dire qu'on a un topic et qu'il dispose de deux partitions. Voilà. Donc, on va modéliser donc notre topic ici. On va dire qu'il a deux partitions, donc du coup, on va avoir un deuxième. Alors, c'est vrai que le coup de YouTube n'est pas forcément adapté finalement pour symboliser un topic. Donc, on a un topic comme ceci. On va le faire même comme ceci. Peu importe, voilà. Donc on a un premier topic avec sa partition 1. Donc on va dire topic X, partition 1. À côté, on va pouvoir avoir la même chose. Hop là. La même chose, alors pas tout à fait, on va avoir le pendant finalement, la deuxième partition. On a dit qu'on avait deux partitions pour ce topic, donc du coup on va avoir une deuxième partition qui va exister potentiellement. Alors j'ai perdu la bonne longueur, voilà. On va avoir une deuxième partition qui va exister. Et là, comment ça va se passer? Bah, tout simplement, on va avoir une distribution des messages concernant chaque topic sur les deux partitions. Par exemple, ici, on va les modéliser comme ceci. Hop, voilà. On va pas en faire beaucoup parce que sinon, on va perdre beaucoup de temps. Hop, voilà. Voilà. Comme ceci. Hop. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, donc, on va avoir une règle de distribution via une clé de partitionnement. Cette clé de partitionnement va être calculée sur un hash, une fonction de hashing. Et derrière, donc du coup, on va avoir une distribution. Par exemple, ici, je vais avoir le message 1 qui va être ici, le message 2 qui va ensuite, lui, être distribué ici. Et donc derrière, on va gagner bien sûr en performance. Donc, je vais accélérer un petit peu, voilà, hop, voilà. Donc du coup, le message 3 ici, le message 5 ici, le message 7 ici, et donc on a le pendant en dessous qui va être donc le 4. Donc là, on a une règle de partition qui finalement est un modulo, quoi, on va dire. Mais bien sûr, les choses sont un petit peu plus élaborées dans l'application en lui-même. Hein. Et donc derrière, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, on va pouvoir écrire. Donc d'une part, on va pouvoir bénéficier des performances de disque des deux brokers qui sont là, hormis des performances de hardware standard. Et derrière, donc quand on va écrire ici, ensuite, on va pouvoir en même temps, on va dire entre guillemets, paralléliser et écrire ici. Et donc gagner en performance de la même manière en consommation. Donc on va pouvoir réaliser la même chose. Donc ça, c'est cette notion de partition qui est assez importante. Donc on va conserver donc le même topic, hein, mais on va le partitionner en morceaux, donc on gagne en performance. La clé de partition, elle, va permettre justement de calculer où on va positionner les messages. Suivant une règle, on va définir un élément qui va permettre de calculer sur quel élément on va calculer le hash en question et dire, voilà, du coup ça va permettre de mettre sur une partition donnée. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, de bien distribuer la data. Si on a une bonne clé de partitionnement, on va avoir une répartition qui va être relativement homogène, et de fait, on va avoir des performances qui vont être optimisées. Plus on va avoir une répartition homogène, bah, mieux on va pouvoir performer dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Dans quelle partition? Et via une fonction de hachage. Alors derrière, donc, physiquement, ici, sur chaque machine, les messages, les partitions sont découpées en segments. Donc c'est en quelque sorte un regroupement de messages pour un stockage physique. C'est-à-dire on va pas les stocker sous forme de fichier, juste un message par fichier, par exemple. On va regrouper ces éléments-là par des segments. Et la taille par défaut des segments, c'est 1 giga. La réplication, elle, eh bien du coup, c'est pas compliqué du tout. La réplication, c'est simplement, on va prendre cet élément-là, on va le, hop là, on le fait, voilà, on va le refaire un peu mieux, voilà. Cet élément-là, et on va venir le repositionner ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, c'est pas forcément le bon exemple comme ça, voilà, hop. On va essayer de pas tout déplacer, voilà. Donc du coup ici, on a des réplicas, donc on peut le mettre en pointillé. Ici, c'est des réplicas. Et on va voir la même chose juste en dessous, finalement. Alors, hop, on va déplacer juste ça, comme ceci. Et on va voir la même chose juste en dessous pour les autres, pour l'autre partition, tout simplement. Alors là, si j'y arrive, ouais, si ça va le faire, voilà, de cette manière-ci.
Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette fois-ci, j'ai de la haute dispo. C'est-à-dire que si je perds le broker qui est ici, je vais quand même avoir l'intégralité de mes datas, puisque je vais conserver toujours ma partition 2 qui elle est déjà la partition primaire qui reste active, et ici je vais avoir l'élection ici de cette partition en tant que partition primaire également, et donc je vais pouvoir continuer tout mon travail ici et faire en sorte finalement de travailler de cette manière-ci. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important. Et donc derrière on va gagner aussi du coup en haute disponibilité. Si on perd un des brokers, on n'a pas de souci. Donc bien sûr plus on va étaler, hein, mieux ce sera également. Donc ça c'est une notion qui est importante. Derrière on va parler de leader. Donc quand on est primaire en fait, hein, quand c'est le serveur qui est désigné pour être leader sur cette partition, et follower quand c'est pas lui qui est en charge lui-même de répondre au service directement. La notion de consumer group, lui, c'est assez simple finalement. Donc comme je vous disais, quand on a des producteurs, les producteurs ils vont venir alimenter assez facilement les topics. Sur les consumers, il y a une notion qui est importante. Donc les consumers, on va le mettre ici. Donc cette notion de consumer group. Ici, hop, on peut mettre CG pour consumer group comme ceci. Et derrière, donc dedans vont venir s'inscrire finalement nos applications qui sont des consumers finalement. Et là on peut en avoir beaucoup, hein, comme ceci. Et donc ces applications, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien au fur et à mesure de leur inscription ici, eh bien le consumer group il va avoir la charge de dire ok, toi tu vas aller consommer cette partition. Toi par exemple tu vas aller consommer cette partition. Toi tu vas aller consommer par exemple ici cette partition, et toi tu vas aller consommer par exemple ici cette partition, et il va faire en sorte de répartir les choses de manière équitable, quoi, on va dire. Donc ça c'est son travail, c'est quelque chose qui est assez intéressant, et ça évite que l'applicatif ici ait besoin de gérer les choses, ait besoin de gérer finalement le partitioning de Kafka. Là c'est vraiment le consumer group qui a en charge cette notion là, avec une coordination qui se fait au niveau des brokers. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Donc c'est la différence essentielle avec les producteurs, hein, qui eux sont simples, ont une connexion simple, ils passent pas par une notion de groupe. Ils doivent s'organiser donc pour consommer les partitions, ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de montrer, potentiellement sur différents topics, c'est-à-dire qu'un consumer group il peut également dire ok j'ai un autre topic à côté, alors pas celui qui est là, mais un autre topic à côté, je vais le gérer également. Et également, donc, un des brokers a la charge de coordonner et de gérer donc le consumer group. Notamment, ce consumer group, c'est lui qui a la charge de la gestion de l'offset, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est arrivé sur cette partition-là. Par exemple, on peut dire, tiens, j'en suis arrivé ici. Et puis dire, bah tiens, sur la partition qui est en dessous, finalement, on en est arrivé ici. Donc ça, c'est lui qui a la charge de gérer cet élément-là. Voilà, donc, pas mal de petites notions aujourd'hui, petit schéma assez simplifié. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.